je m'appelle Jean, j'ai 87 ans. Ce matin, mon petit-fils est venu me voir. Il avait cette impatience dans les yeux, vous savez, celle des jeunes qui croient que le temps leur appartient. Il s'est assis en face de moi, dans la cuisine, là où sa grand-mère avait l'habitude de prendre son café. Et il m'a posé une question, une seule. « Grand-père, qu'est-ce que tu regrettes le plus ?» J'ai regardé mes mains, ces mains qui ont tenu des outils, des lettres, des promesses, ces mains qui ont construit et qui ont détruit, ces mains qui ont caressé des visages et qui ont claqué des portes, ces mains qui ont parfois lâché ce qu'elles auraient dû garder, et je n'ai pas répondu tout de suite, parce que la vraie réponse, celle qui compte, elle ne se dit pas facilement, elle se mérite. Elle demande qu'on la cherche au fond de soi, là où on n'aime pas regarder. Alors voilà, je vais vous raconter, pas pour me justifier, pas pour qu'on me plaigne, mais parce que peut-être, quelque part, quelqu'un entendra ce que j'aurais aimé entendre il y a 50 ans. J'ai connu la guerre, pas celle qu'on voit dans les films, avec les héros et les médailles, celle où on a froid, où on a peur, où on fait des choses qu'on n'oubliera jamais. J'ai connu la faim, j'ai connu le silence des maisons vides, j'ai connu la reconstruction, les années où il fallait tout rebâtir, les murs, les vies, les espoirs. J'ai travaillé de mes mains jusqu'à ce qu'elles saignent. J'ai connu 3 enfants, 2 mariages, un veuvage. J'ai vu mourir mes parents, mes amis, ma femme. J'ai enterré des gens que j'aimais. J'ai vu naître mes petits-enfants. J'ai tenu dans mes bras des êtres qui n'existaient pas encore quelques minutes plus tôt. Et maintenant, dans cette maison trop grande pour moi seul, je vois mes journées se ressembler. Le matin, le café, l'après-midi, le jardin, le soir, le silence. Quand on est jeune, on croit que la vie, c'est ce qu'on accomplit, les diplômes, les promotions, les maisons qu'on achète, les voitures qu'on conduit. On court après quelque chose qu'on n'attrape jamais vraiment. On veut laisser une trace, on veut qu'on se souvienne de nous, on veut compter. Je comprends ça, vraiment. Moi aussi j'ai voulu compter, moi aussi j'ai passé des soirées au bureau alors que mes enfants m'attendaient. Moi aussi j'ai cru que le respect se gagnait avec des réussites visibles. Moi aussi j'ai eu peur d'être oublié. Mais c'est faux, tout ça, c'est faux. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Marcel. Marcel, c'était mon meilleur ami. On s'est connus à 20 ans, sur un chantier. On avait les mains calleuses et les rêves grands. On parlait de ce qu'on ferait quand on aurait de l'argent. Des voyages qu'on ferait, des maisons qu'on construirait. On riait beaucoup. Lui, il n'avait rien d'extraordinaire aux yeux du monde. Il n'a jamais dirigé d'entreprise. Il n'a jamais fait la une des journaux. Il n'a jamais rien accompli que le monde considérerait comme remarquable. Marcel était menuisier. Il fabriquait des meubles, des tables, des chaises, des armoires, des choses simples, des choses qui durent. Mais Marcel avait quelque chose que je n'avais pas. Il savait écouter, vraiment écouter. Quand vous parliez à Marcel, vous aviez l'impression d'être la seule personne au monde. Il ne regardait pas sa montre, il ne pensait pas à autre chose. Il était là, complètement là. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai laissé cette amitié s'éteindre. Pas d'un coup. Non, les amitiés ne meurent pas d'un coup. Elles s'éteignent doucement. Un appel qu'on ne passe pas, une invitation qu'on décline, une visite qu'on repousse. Toujours plus tard, toujours demain, jusqu'au jour où il n'y a plus de demain. Marcel est mort en 1983, un mardi de novembre. Je ne l'avais pas vu depuis 2 ans. 2 ans, parce que j'étais occupé, parce que j'avais des choses importantes à faire. Des réunions, des projets, des ambitions. À son enterrement, il y avait plus de 200 personnes. 200 personnes pour un menuisier sans diplôme, sans fortune, sans titre. Et j'ai compris, Marcel avait passé sa vie à être présent pour les autres. Un café avec le voisin, un coup de main pour réparer une porte, une oreille attentive pour celui qui avait besoin de parler, des petits gestes, des choses invisibles, des choses qui ne rapportent rien. Et c'est là que j'ai entendu quelque chose qui ne m'a jamais quitté. Sa femme, Jeanne, s'est approchée de moi après la cérémonie. Elle avait les yeux secs. Elle avait déjà pleuré toutes ses larmes. Elle m'a pris la main. Ses doigts étaient froids. Et elle m'a dit cette phrase que je répète encore certaines nuits quand le sommeil ne vient pas. Une vraie amitié ne demande pas de preuves. C'était lame. Elle demande juste d'être là. Je n'ai rien répondu, parce que je savais qu'elle avait raison. Et je savais que j'avais échoué. J'avais échoué Marcel. J'avais échoué Jeanne. Je m'étais échoué moi-même. Après l'enterrement de Marcel, j'ai continué ma vie. J'ai eu mes succès. J'ai eu ma carrière. J'ai eu tout ce que je croyais vouloir. Mais quelque chose avait changé. Une fissure s'était ouverte. Et avec le temps, cette fissure est devenue un gouffre. Il y a eu d'autres moments, des moments que j'ai compris trop tard. Je me souviens d'un soir, en 1968. Mon fils aîné, Pierre, avait 14 ans. Il est venu dans mon bureau. Il voulait me montrer un dessin qu'il avait fait, un bateau. Il rêvait de devenir marin. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai à peine regardé. J'ai dit c'est bien. Et je suis retourné à mes papiers. Pierre n'est jamais devenu marin.
Il est devenu comptable, un métier respectable, un métier sérieux, un métier que je lui ai suggéré d'ailleurs parce que c'était stable, parce que ça payait bien, parce que je voulais le protéger. Mais parfois, quand je le regarde, je vois encore ce garçon de 14 ans avec son dessin à la main et je me demande ce qu'il aurait pu être si son père avait pris 5 minutes pour regarder ce dessin. Vraiment le regarder, pour lui dire que c'était beau, pour lui demander de m'en parler, pour rêver avec lui, ce sont ces moments-là qui me hantent. Pas les grandes décisions, pas les erreurs spectaculaires, les petits moments manqués, les occasions de présence gaspillées, les je t'aime qu'on n'a pas dit parce qu'on les trouvait évidents, les merci qu'on a oubliés, les regards qu'on n'a pas croisés parce qu'on était ailleurs dans sa tête. Aujourd'hui, le monde vous dit que vous devez avoir de l'impact, que vous devez changer les choses, que vous devez laisser votre marque, et on court après cette idée comme des fous, on mesure sa vie en followers, en likes, en reconnaissance. On a peur de disparaître sans avoir brillé, mais je vais vous dire un secret que j'ai mis 87 ans à comprendre. Les gens qui comptent vraiment ne savent presque jamais qu'ils comptent, parce que ce qui compte vraiment, c'est invisible. C'est le collègue qui vous apporte un café quand vous avez une mauvaise journée. C'est l'ami qui vous appelle juste pour prendre des nouvelles, c'est la voisine qui arrose vos plantes quand vous êtes parti. C'est l'inconnu qui vous tient la porte. C'est la personne qui écoute sans interrompre. C'est celui qui se souvient de votre anniversaire. C'est celle qui remarque quand vous n'allez pas bien. C'est la main qu'on pose sur une épaule sans rien dire. C'est le silence qu'on partage avec quelqu'un sans avoir besoin de le remplir. C'est la lettre qu'on écrit alors qu'un message aurait suffi. C'est le détour qu'on fait pour raccompagner quelqu'un. Ces gestes-là ne rapportent rien. Ils n'apportent ni gloire ni richesse. Ils ne figureront sur aucun CV. Personne ne vous applaudira pour les avoir faits. Personne ne vous donnera de médaille. Aucun journal ne parlera de vous. Et pourtant, ce sont ces gestes qui tiennent le monde debout. Ce sont ces gestes qui font que la vie vaut la peine d'être vécue. Mon petit-fils m'a demandé ce que je regrette le plus. La vraie réponse, c'est que j'ai posé la mauvaise question pendant 60 ans. Je me demandais comment avoir de l'importance, alors que j'aurais dû me demander comment être présent. Parce qu'être important, c'est une course qu'on ne gagne jamais. Il y aura toujours quelqu'un de plus important, toujours quelqu'un de plus visible, toujours quelqu'un qu'on admirera davantage. Mais être présent, vraiment présent, c'est quelque chose que chacun peut faire, à chaque instant, avec n'importe qui. Ce que j'aurais dû comprendre, c'est que la présence est un cadeau, le plus précieux des cadeaux, parce qu'elle dit à l'autre « tu existes pour moi, tu comptes, je te vois ». Et vous savez quoi ? Vous ne saurez presque jamais combien ça compte. Cette lettre que vous avez écrite, ce message que vous avez envoyé, ce café que vous avez partagé, cette main que vous avez tenue, vous ne saurez jamais l'effet que ça a eu, parce que les gens ne disent pas toujours merci, parce que les effets se voient parfois des années plus tard, parce que le bien qu'on fait voyage souvent en silence. Alors je pose la question, à vous qui m'écoutez, à vous qui êtes peut-être dans votre voiture, dans votre cuisine, dans votre lit, à vous qui avez peut-être un ami que vous n'avez pas appelé depuis longtemps, à vous qui avez peut-être un parent à qui vous n'avez pas dit « je t'aime », à vous qui avez peut-être un collègue qui traverse une épreuve dans l'ombre, à vous qui avez peut-être quelqu'un qui attend juste un signe de votre part. Est-ce que vous êtes vraiment présent pour les gens que vous aimez ? Pas présent physiquement, pas présent par obligation, pas présent parce qu'il le faut, vraiment présent, avec votre attention, avec votre temps, avec votre cœur, avec tout ce que vous êtes. Je ne dis pas ça pour vous culpabiliser, je n'ai aucune leçon à donner. J'ai fait trop d'erreurs moi-même pour juger qui que ce soit. Je dis ça parce que j'aurais aimé que quelqu'un me le dise, quelqu'un qui aurait eu le courage de me secouer et de me dire « Jean, arrête de courir, regarde autour de toi, les gens que tu aimes sont là, maintenant, et ils ne seront pas là pour toujours. Ma femme Simone est partie il y a 6 ans. Les derniers mois, elle ne parlait presque plus. La maladie lui avait pris les mots, elle qui aimait tant parler, elle qui remplissait cette maison de sa voix, de son rire, de ses chansons, quand elle cuisinait, mais elle me regardait, et dans ses yeux, je voyais tout ce qu'elle ne pouvait plus dire. Je voyais 50 ans de vie ensemble, je voyais les disputes et les réconciliations, je voyais les nuits blanches avec les enfants malades, je voyais les vacances au bord de la mer, je voyais tout. Je restais assis à côté d'elle, je lui tenais la main, je ne faisais rien d'autre, et c'était suffisant. C'était tout ce qu'elle voulait, ma présence, juste ma présence. Pourquoi a-t-il fallu attendre qu'elle soit mourante pour que je comprenne ça ? Pourquoi a-t-il fallu que je perde tout pour voir ce que j'avais ? Vous avez encore le temps. C'est ça que je veux vous dire, c'est le seul message qui compte. Vous avez encore le temps de passer cet appel, d'écrire cette lettre, de traverser la ville pour voir quelqu'un, de poser votre téléphone et de regarder la personne en face de vous, de dire ce que vous ressentez, de faire ce petit geste qui ne coûte rien mais qui change tout, de dire pardon, de dire merci, de dire je t'aime, de dire tu comptes pour moi, mais n'attendez pas que ce soit trop tard, n'attendez pas l'enterrement,
pour vous rendre compte de ce que vous avez perdu. N'attendez pas la maladie pour découvrir ce qui compte vraiment. N'attendez pas d'avoir 87 ans pour comprendre ce que je vous dis là. Le temps passe plus vite qu'on ne le croit. On se retourne et les années ont filé. Les enfants ont grandi, les parents sont partis, les amis se sont dispersés. Et un jour, vous serez comme moi, assis dans une cuisine trop silencieuse, avec vos souvenirs et vos regrets, avec cette question qui revient sans cesse. Qu'est-ce que j'aurais dû faire différemment ? Je ne peux pas refaire ma vie, je ne peux pas rappeler Marcel, je ne peux pas regarder ce dessin de bateau avec les yeux que j'aurais dû avoir. Je ne peux pas rattraper les années où j'ai été absent tout en étant là. Mais vous pouvez faire différemment. Vous pouvez choisir la présence plutôt que l'importance. Vous pouvez choisir d'être là plutôt que d'être vu. Et peut-être qu'un jour, dans 50 ans, quelqu'un se souviendra de vous. Pas pour ce que vous avez accompli, pas pour ce que vous avez possédé, pas pour les titres sur votre carte de visite, pas pour la taille de votre maison, mais pour la façon dont vous l'avez fait se sentir, vu, entendu, aimé, pas seul. C'est ça, au fond, la seule trace qui compte, la seule qui reste quand tout le reste s'efface. Mon petit-fils attend toujours sa réponse. Il est probablement rentré chez lui maintenant. Il pense peut-être que son grand-père devient sénile, qu'il n'a pas su répondre à une simple question, mais je crois que je vais l'appeler. Je vais lui demander de revenir. Et cette fois, je vais vraiment l'écouter. Je vais lui dire simplement ceci. Ce que je regrette le plus, c'est d'avoir cru que j'avais le temps. Et vous, est-ce que vous y croyez encore ?